Quand on frappa à la porte, Maigret, qui venait de se raser, nettoyait son rasoir. Il était 9 heures du matin. Depuis 8 heures, il était éveillé. Mais, chose qui lui arrivait rarement, il était resté longtemps au lit à regarder les rayons obliques du soleil, à écouter les bruits de la ville. « Entrez » cria-t-il. Et il but une gorgée de café froid qui stagnait au fond de sa tasse. Les pas de Philippe hésitèrent dans la chambre, gagnèrent enfin le cabinet de toilette. « Bonjour, fiston. »« Bonjour, mon oncle. » Rien qu'à la voix, Maigret comprit que cela allait mal. Il boutonna sa chemise, leva la tête vers son neveu qui avait les paupières rouges, les ailes du nez tuméfiées comme un enfant qui a pleuré. Qu'arrive-t-il ? On m'arrête. Philippe disait cela sur le même ton, avec la même attitude qui lui annonçait « On me fusille dans 5 minutes ». En même temps, il tendait un journal sur lequel, en continuant de s'habiller, Maigret jeta les yeux. Malgré les dénégations de l'inspecteur Philippe Lauer, le juge d'instruction Gastambide aurait décidé de le mettre dès ce matin en état d'arrestation. « Excelsior publie ma photographie en première page », ajouta tragiquement Philippe. Son oncle ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Les bretelles sur les cuisses, les pieds nus dans ses pantoufles, il allait et venait dans le soleil à la recherche de sa pipe, puis de son tabac et enfin d'une boîte d'allumettes. « Tu n'es pas passé là-bas ce matin ? » « J'arrive de la rue des Dames. J'ai lu le journal en prenant mon café et mon croissant au boulevard des Batignolles. » C'était un matin unique. L'air était vif, le soleil joyeux, le grouillement de Paris aussi intense et aussi allègre qu'un ballet échevelé. Maigret entr'ouvrit la fenêtre et la chambre vécut les mêmes pulsations que les quais, tandis qu'éclatait de lumière la lente coulée de la Seine. « Eh bien, il faut y aller, mon garçon, que veux-tu que je te dise, moi ?» Il ne voulait quand même pas s'attendrir sur ce gamin qui avait rogné sa fraîche vallée des Vosges pour les couloirs de la police judiciaire. « Bien sûr que tu ne seras pas gâté comme chez toi. » Sa mère était la sœur de Madame Maigret, c'était tout dire. Sa maison n'était pas une maison, mais une vraie couveuse. « Philippe, va rentrer, Philippe aura faim. A-t-on repassé les chemises de Philippe ?» Et des petits plats mijotés, des crèmes, des liqueurs faites à la maison, et des brins de lavande dans l'armoire à linge. « Il y a encore autre chose, dit Philippe, tandis que son oncle ajustait son faux col. Cette nuit, je suis allé au Floria, naturellement. » Pourquoi naturellement ? Parce que je t'avais recommandé de ne pas y aller. Quelle bêtise as-tu faite ? Aucune, j'ai bavardé avec cette fille, Fernande, vous savez. Elle m'a laissé entendre qu'elle travaillait avec vous et qu'elle avait je ne sais quelle mission à remplir au tabac du coin de la rue de Douai. Comme je sortais, je l'ai suivie machinalement. C'était mon chemin. Or, en quittant le tabac, elle a été apostrophée par des inspecteurs des mœurs qui l'ont fait monter dans le panier à salade. « Tu es intervenu, je parie. » Philippe baissa la tête. Que t'ont-ils répondu ? Qu'il savait bien ce qu'il faisait. « File maintenant, soupira Maigret, qui cherchait sa cravate. Ne te fais pas de bile. » Il lui mit les mains sur les épaules, l'embrassa sur les 2 joues et pour couper court à la scène, feignit soudain d'être très occupé. Quand la porte se fut ouverte et refermée seulement, il releva la tête, fit le dos rond, grommela des syllabes confuses. Son premier soin, une fois sur les quais, fut d'acheter l'Excelsior à un kiosque et de regarder la photographie qui figurait en effet en première page avec la légende « L'inspecteur Philippe Lauer, accusé d'avoir tué Pepito Palestrino, qui était chargé de surveiller. » Maigret marchait lentement sur le pont-neuf. La veille au soir, il n'avait pas mis les pieds au Floria, mais il était allé rôder rue des Batignolles, autour de la maison de Cajot. C'était un immeuble de rapport, vieux de 50 ans, comme la plupart des immeubles du quartier. Le corridor et l'escalier étaient mal éclairés. On devinait des appartements tristes et sombres, des fenêtres aux rideaux sales, des meubles au velours fané. L'appartement de Cajot était à l'entresol. À cette heure, il était vide et Maigret avait pénétré dans la maison, comme un familier des lieux, était monté jusqu'au 4e, puis était redescendu. Il y avait une serrure de sûreté à la porte du notaire, sinon le commissaire se fût peut-être laissé tenter. Lorsqu'il passa devant la loge, la concierge, qui avait le visage collé à la vitre, l'observa longuement. Qu'est-ce que cela pouvait faire ? Maigret traversa à pied presque tout Paris.
les mains dans les poches, à mâcher et remâcher les mêmes idées. Il y avait quelque part au tabac Fontaine ou ailleurs un noyau d'irréguliers qui faisaient tranquillement leurs petites affaires en marge des lois. Pépito en était, Barnabé aussi, et Cajot, qui était le grand patron, les supprimait ou les faisait supprimer l'un après l'autre. Simple règlement de compte. La police s'en serait à peine occupée si cet animal de Philippe... Maigret était arrivé quai des Orfèvres, 2 inspecteurs qui sortaient le saluèrent sans cacher leur étonnement, et il franchit le porche, traversa la cour, passa devant la brigade des garnis. Là-haut, c'était l'heure du rapport. Dans le vaste couloir, 50 inspecteurs formaient des groupes, discutaient à voix haute, se transmettaient des renseignements et des fiches. Parfois, la porte d'un bureau s'ouvrait, on criait un nom et l'interpellé allait aux ordres. Quand Maigret parut, il y eut quelques secondes de silence et de gêne. Mais il traversa les groupes avec tant de naturel que les inspecteurs par contenance reprirent aussitôt leur conciliabule. À droite, meublé de fauteuils de velours rouge, s'ouvrait le salon d'attente du directeur. Un seul visiteur attendait, assis dans un coin. C'était Philippe, qui, le menton dans la main, regardait fixement devant lui. Maigret s'éloigna dans la direction contraire, gagna le fond du couloir, frappa à la dernière porte. « Entrez » prononça-t-on à l'intérieur. Et tout le monde le vit pénétrer le chapeau sur la tête dans le bureau du commissaire Amadieu. « Bonjour Maigret. »« Bonjour Amadieu. » Ils se touchèrent le bout des doigts, comme jadis, quand ils se voyaient tous les matins. Amadieu fit signe à un inspecteur de sortir, puis murmura « Vous voulez me parler ?» D'un mouvement familier, Maigret s'assit au bord du bureau, prit des allumettes sur la table pour allumer sa pipe. Son collègue avait reculé, son fauteuil s'était renversé en arrière. « Ça va à la campagne ?»« Merci. Et ici ?»« Toujours la même chose. Je dois voir le patron dans 5 minutes. » Maigret feignit de ne pas comprendre ce que ça voulait dire, déboutonna son pardessus sans se presser. Il était là comme chez lui, et ce bureau en effet avait été le sien pendant 10 ans. « Vous êtes ennuyé pour votre neveu ?» attaqua Amadieu, qui était incapable de se taire plus longtemps. « Je tiens à vous dire que je le suis plus que vous. C'est moi qui ai pris le savon, et vous savez que c'est allé loin. Le ministre lui-même a envoyé une note au patron, au point que maintenant je n'ai plus rien à dire. C'est le juge d'instruction qui dirige tout. Gaston Bide était déjà là de votre temps, je crois. » La sonnerie du téléphone tinta. Amadieu porta le récepteur à l'oreille, murmura. « Oui, monsieur le directeur, bien, monsieur le directeur. Dans quelques minutes. Je ne suis justement pas seul. Oui, c'est cela. » Maigret connaissait l'objet de cette conversation. On venait à l'autre bout du couloir d'introduire Philippe chez le chef. « Vous avez quelque chose à me demander ?» fit Amadieu en se levant. « Vous avez entendu, le patron m'appelle. » 2 ou 3 petites questions. D'abord, Cajot savait-il qu'il était question d'arrêter Pépito ? Je ne sais pas. D'ailleurs, je ne vois pas l'importance. Pardon, je connais Cajot, je sais quel rôle il joue dans la maison. Je sais aussi que parfois, on ne se cache pas des indicateurs. Est-il venu ici 2 ou 3 jours avant le drame ? Je pense. Oui, je me rappelle. Une autre question. Connaissez-vous l'adresse de Joseph Audiat, ce garçon de café qui passait rue Fontaine juste à point pour bousculer Philippe ? Il couche à l'hôtel rue Le Pic, si je ne me trompe. Avez-vous bien vérifié l'alibi de Cajot ? Amadieu feignit de sourire. « Écoutez, Maigret, je connais quand même mon métier. » Ce n'était pourtant pas fini. Maigret avait repéré sur le bureau une chemise de carton jaune, à en tête du service des mœurs. « C'est déjà le rapport sur l'arrestation de Fernande Bosquet ?» Amadieu regarda ailleurs, faillit peut-être s'expliquer franchement avec son interlocuteur, mais la main sur le bouton de la porte se contenta de murmurer enfin. « Que voulez-vous dire ? » Je veux dire que Cajot a fait arrêter une fille par le service des mœurs. Où est-elle à cette heure-ci ? Je ne sais pas. Vous permettez que je jette un coup d'œil sur le dossier ? Il était difficile de refuser. Maigret se pencha, lut quelques lignes, conclut. Elle doit être pour le moment à l'anthropométrie. La sonnerie du téléphone retentit à nouveau. Amadieu fit un geste. « Je m'excuse, mais je sais, le patron vous attend. » Maigret boutonna son pardessus et sortit du bureau en même temps que le commissaire. Au lieu de s'engager dans l'escalier, il marcha avec lui jusqu'à la salle d'attente au fauteuil rouge. « Voulez-vous demander au patron s'il peut me recevoir ?» Amadieu poussa une porte matelassée. Le garçon de bureau disparut, lui aussi,
dans le bureau du directeur de la PJ, où Philippe avait été introduit. Maigret attendit debout, le chapeau à la main. Le directeur est très occupé et vous demande de revenir dans le courant de l'après-midi. Maigret fit demi-tour, traversa à nouveau les groupes des inspecteurs. Ses traits s'étaient un peu durcis, mais il voulait sourire. Il souriait d'un sourire sans gaieté. Il ne regagna pas la rue, mais s'engagea dans des couloirs étroits, dans des escaliers tortueux qui donnaient accès au comble du palais de justice. Il arriva ainsi devant les locaux de l'anthropométrie, dont il poussa la porte. La visite des femmes était terminée. Une cinquantaine d'hommes, arrêtés au cours de la nuit, se déshabillaient dans une pièce peinte en gris et entassaient leurs vêtements sur des bancs. Une fois nus, ils pénétraient tour à tour dans la pièce voisine, où des employés en blouse noire prenaient leurs empreintes, installaient les individus sur la chaise anthropométrique et criaient leurs mensurations comme des vendeurs de grands magasins annoncent un débit à la caisse. Cela sentait la sueur et la crasse. La plupart des hommes, ahuris, plus ou moins empêtrés de leur nudité, se laissaient pousser d'un coin à un autre, esquissaient d'autant plus gauchement les gestes qu'on leur commandait, que beaucoup ignoraient le français. Maigret, cordial, serrait la main des employés et entendait les phrases inévitables. « Vous êtes venu faire un tour ? Ça va à la campagne ?» Ce que cela doit être épatant par ce temps-ci. La lampe au néon éclairait crûment une petite pièce où le photographe opérait. « Il y a eu beaucoup de femmes ce matin ? » 7. « Vous avez les fiches ? » Elles traînaient sur une table car on ne les avait pas encore classées. La troisième était celle de Fernande, avec l'empreinte des 5 doigts, une signature maladroite, un portrait d'un réalisme terrible. Elle n'a rien dit, elle n'a pas pleuré. Non, elle a été bien docile. Vous savez où on l'a conduite ? J'ignore si on l'a relâchée ou si on lui fera faire quelques jours à Saint-Lazare. Le regard de Maigret errait sur les hommes nus qui se tenaient en rang comme à la caserne. Il porta la main à son chapeau, prononça « Au revoir ». « Vous partez déjà ?» Il était même dans l'escalier, où il n'y avait pas une marche qu'il n'eût foulée 1000 fois. Un autre escalier, à gauche, plus étroit que le premier, conduisait au laboratoire, dont il connaissait les moindres recoins, les moindres fioles. Il se retrouva au second étage, que la foule des inspecteurs venait de quitter. Des visiteurs commençaient à prendre place devant les portes, des gens qu'on avait convoqués ou qui venaient spontanément se plaindre, ou encore qui avaient une révélation à faire. Il avait passé, lui, Maigret, la plus grande partie de sa vie dans cette ambiance, et voilà que tout à coup il regardait autour de lui avec une sorte d'écœurement. Philippe était-il toujours dans le bureau du patron ? Vraisemblablement non. À cette heure, il était arrêté, et 2 de ses collègues le conduisaient au cabinet du juge d'instruction. Que lui avait-on dit derrière la porte matelassée ? Avait-on eu la franchise de lui parler nettement ? Vous avez commis une imprudence. Il y a de tels indices contre vous que le public ne comprendrait pas que vous restiez en liberté. Mais nous allons nous employer à découvrir la vérité, vous restez des nôtres. On n'avait pas dû lui dire cela. Maigret croyait entendre le patron mal à l'aise en attendant Amadieu, grommelé entre deux tout sottement. Inspecteur, je n'ai vraiment pas lieu de me féliciter de vous. Vous êtes entré ici plus facilement que quiconque grâce à la protection de votre oncle. Vous êtes-vous rendu digne de cette faveur ? Et Amadieu avait renchéri. Dès à présent, vous êtes entre les mains du juge d'instruction. Avec la meilleure volonté du monde, nous ne pouvons rien pour vous. Pourtant, cet Amadieu, avec sa longue tête pâle et ses moustaches brunes, qu'il passait son temps à effiler, n'était pas un méchant homme. Il avait une femme, 3 enfants, dont une fille, qu'il voulait doter. De tout temps, il s'était cru entouré de conspirations. Il était persuadé que chacun en voulait à sa place et ne cherchait qu'à le compromettre. Quant au grand patron, il atteindrait dans 2 ans la limite d'âge, et jusque-là il fallait éviter les histoires. Cette histoire-ci, c'était une vulgaire histoire du milieu, c'est-à-dire du travail courant. Allait-on risquer des complications en couvrant un jeune inspecteur qui s'était fourvoyé et qui, par-dessus le marché, était le neveu de Maigret ? Que Cageot fût une crapule, tous le savaient, il ne le cachait pas lui-même. Il mangeait à tous les râteliers, et quand il vendait quelqu'un à la police, c'est que ce quelqu'un avait cessé de lui être utile. Seulement, Cageot était une crapule dangereuse. Il avait des amis et des relations. Il savait surtout se défendre. On l'aurait un jour, évidemment. On le tenait à l'œil. On avait même contrôlé son alibi et l'enquête se poursuivrait honnêtement.
Mais il ne fallait pas faire de zèle, il ne fallait surtout pas de Maigret avec sa manie de mettre les pieds dans le plat. Il avait atteint la petite cour pavée où de pauvres gens attendaient devant le tribunal des enfants. En dépit du soleil, il faisait frais et dans l'ombre entre les pavés subsistait de la poussière de givre. Crétin de Philippe, gronda Maigret qui en devenait malade d'écœurement, car il savait bien qu'il tournait en rond comme un cheval de cirque. Il ne s'agissait pas d'avoir une idée de génie. En matière de police, les idées de génie ne servent à rien. Il ne s'agissait pas non plus de découvrir une piste sensationnelle, ni un indice ayant échappé à tous les regards. C'était plus simple et plus brutal. Cajot avait tué ou fait tuer Pépito. Ce qu'il fallait, c'était amener Cajot à dire enfin « c'est vrai ». Maigret errait maintenant sur les quais, près du bateau lavoir. Il n'avait pas le droit de faire comparaître le notaire dans un bureau, de l'y enfermer pendant quelques heures, ni de lui répéter 100 fois la même question, de le bousculer au besoin pour lui casser les nerfs. Il ne pouvait pas non plus convoquer le garçon de café, le patron du tabac, les autres qui, chaque soir, jouaient à la belote à 100 mètres du Floria. À peine s'était-il servi de Fernande qu'on la lui avait littéralement confisquée. Il atteignit la chope du Pont-Neuf dont il poussa la porte vitrée, serra la main de Lucas assis près du comptoir. « Ça va, patron ?» « Ça va. » Lucas l'appelait toujours patron, lui en souvenir du temps où ils travaillaient ensemble. « Mal, » riposta Maigret. « C'est difficile, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas difficile, c'était d'un tragique sans grandeur. Je vieillis, peut-être est-ce l'effet de la campagne. Qu'est-ce que vous buvez ? Un Pernod, tiens. Il dit cela comme il eût lancé un défi. Il se souvenait qu'il avait promis d'écrire à sa femme et il n'en avait pas le courage. « Je ne peux pas vous aider ?» Lucas était un curieux bonhomme, toujours mal habillé, mal bâti par surcroît, qui n'avait ni femme ni famille. Maigret laissa errer son regard sur la salle qui commençait à se remplir et il dut plisser les paupières quand il se tourna vers la vitre inondée de soleil. « Tu as déjà travaillé avec Philippe ?»« 2 ou 3 fois. Il était très désagréable. Il y en a qui lui en voulaient parce qu'il ne disait pas grand-chose. Vous savez, c'est un timide. Ils l'ont bouclé ? À ta santé. » Lucas s'inquiétait de voir Maigret si fermé. « Qu'allez-vous faire, patron ? Je peux bien te le dire à toi. Je vais faire tout ce qu'il faudra, tu comprends ? Il vaut mieux que quelqu'un le sache. Comme cela, s'il arrivait quelque chose... » Il s'essuya la bouche du revers de la main, tapota la table avec une pièce de monnaie pour appeler le garçon. « Laissez ça, c'est ma tournée. Si tu veux, on boira la mienne quand ce sera fini. Au revoir, Lucas. Au revoir, patron. » La main de Lucas s'attarda une seconde dans la main rugueuse de Maigret. « Prenez garde quand même, dites. » Et Maigret, debout, de prononcer à voix haute. « J'ai horreur des couillons. » Il s'éloigna tout seul, à pied. Il avait le temps, puisqu'il ne savait même pas où il allait.